jeune garçon, j'avais 22 ans, j'étais un bébé, auprès d'un cénacle de gens qui avaient de 30 ans à 40 ans. Le plus vieux, il me paraissait vieux comme tout, c'était Tristan Tzara qui avait à l'époque 50 ou 56 ans. Il était très ridé, très beau d'ailleurs dans son genre, très, très patiné comme ça. Il faisait sans âge, mais il avait d'un objet, d'une tête primitive, avec des lunettes en permanence et des yeux myopes. Euh, Quand les gens myopes sont très intelligents, ils ont un regard extraordinaire parce qu'ils sont à la fois. La myopie donne cette espèce de côté naïf, de naïveté. Il faut qu'ils adaptent toujours pour voir. Alors Zara s'est tout de suite tournée vers moi. Elle m'a dit ah, vous faites de la peinture ou ah, mais ça m'intéresse beaucoup. La peinture, la poésie bien sûr, mais la peinture c'est toujours une importance primordiale pour moi. Alors un peintre qui débute, quel âge, quel âge avez-vous mon cher? Parce qu'il disait toujours mon cher. Il avait un accent roumain, je ne saurais pas imiter, mais qui donnait à ses propos un relief et une poésie extraordinaire, parce que souvent un accent étranger donne beaucoup plus de relief à une langue, euh, surtout ces accents roumains comme ça. Il nous les laissait un peu, et il disait mon chel, tout le temps, tous les 3 mots il disait mon chel, mais c'était pas du tout affecté, mondain, c'était comme ça mon chel. Vous êtes un enfant mon chel, mais vous êtes un enfant, vous ne savez rien mon chel. Bon, j'aimerais beaucoup voir votre peinture, j'aimerais beaucoup votre peinture. Alors il est venu chez moi, dans Saint-Germain. Zara était un grand collectionneur d'art primitif, comme tu sais, d'art océanien, africain, etc. Zara, qui entre parenthèses a toujours été un très grand ami de Picasso, qui a écrit sur lui et qui avait justement chez lui des Braque et des Picasso de l'époque cubiste absolument merveilleux. Alors il est venu chez moi, donc il a vu ces mauvais tableaux, j'en mourrais de honte maintenant, mais quand on est jeune on ne s'en rend pas compte. Et ça l'a beaucoup intéressé. J'ai retrouvé Zara, après Zara m'a invité chez lui. Bon, j'ai été ébloui, fantastiquement impressionné par sa collection. Il y avait une collection d'art nègre, d'art primitif, une des grandes collections au monde qui soit. Et puis il avait des tableaux merveilleux. Il avait des Miro je me souviens, il y avait des grands Miro des années 27, 28, 29, quand Miro a commencé à faire du Miro. Mais alors là, c'était une époque poétique. Tu connais les anciens Miro, c'était merveilleux. Après, c'était du commerce, mais là, c'était merveilleux. Bon, alors je regardais ses tableaux, ses collections, il me sortait il ouvrait des vitrines, il me sortait des petits objets primitifs, extraordinaires, très rares. Il adorait ses collections vraiment en amoureux. Il vivait avec ça. Et puis, on était tellement liés que Zara avait 50 ans, 55 ans, moi 22 ans, puis ensuite 10 ans et 6 ans. Et on était une bande de 5 ou 6. Et on s'amusait, on s'amusait beaucoup parce que Zara et moi, on jouait pas bien du tout. Mais alors les gosses se moquaient de nous. C'était très gai, c'était incroyablement gai et frais. Tous les jours, 1 heure de pétanque avec les gosses. Voilà, ça c'est un aspect de Tara. Enfin, je l'ai vu pratiquement jusqu'à sa mort. Au lycée Montaigne où j'allais, il y avait des classes de dessin. Il y avait une classe de dessin 1 fois par semaine, 1 heure, avec des types absolument, des professeurs absolument barbants qui s'en foutaient complètement, qui mettaient le buste de Caton. Il fallait dessiner ça au fusain sur du papier ingre. Pendant 1 heure, c'était assommant. Après Caton, c'était César. Après César, c'était Pompée. Après Pompée, c'était le Christ de Beauvais. Après le Christ de Beauvais, bon, des plâtres. Et toujours des bustes.
jamais nu, jamais rien. Rien, aucun travail d'imagination. Ne vous demandez aucun travail d'imagination. C'était assommant. Alors je voulais apprendre la technique, je voulais me mettre à peindre. Alors ça s'est passé dans l'hiver, je crois, 41, 42, oui, je crois, c'est ça. Et j'ai pas. Et à ce moment-là, ma mère s'est renseignée, et donc elle a appris que tout près de la maison, boulevard Saint-Germain, en allant vers Saint-Germain-des-Prés, il y avait un grand atelier qui faisait école de dessin et de peinture. Alors on m'a installé dans l'atelier adjacent des natures mortes. Bon, j'ai travaillé, j'ai commencé à dessiner une nature morte où il y avait une pomme, un couteau, un bol, et puis un pichet. Conseillé par le maître, par François Desnoyers, le peintre qui venait corriger, il m'avait dit, faites bien vos mises en place, vous voyez les grandes lignes, vous posez bien là-dedans, surtout cherchez pas à vous perdre dans les détails. Les détails, c'est pas important, c'est très important, mais pas de cette façon-là. Il faut structurer vos mises en place. Alors j'avais fait ça, et j'avais fait un dessin pour la première fois avec un pinceau, de l'essence de térébenthine et du noir. J'avais fait un dessin comme ça. Je n'ai pas changé. Je travaille toujours comme ça, avec le dessin fait avec le pinceau et du noir d'ivoire. Je n'ai pas changé depuis l'âge de 14 ans. Enfin, je n'ai pas changé pour ça. Pour d'autres choses, j'ai changé. Bon, alors, je faisais ce dessin, et puis après, je me suis mis à peindre. Parce qu'alors, on m'a donné une palette avec, tu sais, un trou pour mettre le pouce pour tenir la palette, des petits godets, un petit godet pour l'huile, un petit godet pour l'essence, 3-4 pinceaux en poil de porc, à brosse plate, et puis on m'avait dit, voilà, vous étalez les couleurs, le blanc ici, au nord, au sud, le noir. Et entre le sud et le nord, eh bien, toute la côte est, vous allez du froid au chaud. C'est-à-dire noir, bleu, bleu comme ci, bleu comme ça, ensuite vert, ensuite ocre jaune, ensuite terre de sienne, ensuite les jaunes, vous terminez par le rouge, et puis sur le rond de la palette, le blanc. Et puis là, au milieu, vous faites vos mélanges. Alors j'installe ça comme ça, on me donne un coup de main, et je commence à peindre, je ne savais pas du tout comment manier ça, ni rien. Bon, je trempais dans un petit godet. Alors, la massière passait par là, et je lui demande, ça je m'en souviendrai toute ma vie, je lui dis, mais écoutez, madame, comment faut-il peindre? Elle me dit, il faut peindre comme Cézanne. Il faut peindre comme Cézanne, par petits coups à plat mis de côté, comme ça, pour que ça vibre. Voilà. Et hors Cézanne, point de salut. Je ne sais absolument pas où je vais. Mais je mets les couleurs de fond que j'ai envie de mettre. Il faut que je fasse vivre ma toile avec des fonds. Je le garde hors vue pendant un jour ou deux. Puis après, je le remets dessus. Et c'est mes yeux qui suivent ma main plutôt que ma tête qui commande à la main. Tu vois, il faut que ça vienne comme ça. Voilà.
inhaler tout ce qu'on lit, le respirer bien à fond pour bien le comprendre, pour bien s'en imprégner, tout simplement. Les choses qui sont pleines à craquer de sensibilité, de découverte, parce que dans Bachelard, il y a ce qui est écrit, et puis il y a par en dessous, il y a du non-dit, on sent que ça palpite en dessous. Et alors, il y avait un livre de Marcel Aimé. Le chien est très bien. J'aime bien que tu filmes ces nus, tous ces tableaux, parce que ça me donne une impression presque physique que je ressens comme si que ça donne du corps à mes corps. Ça me fait trop l'impression. Il y a une substance humaine. Alors moi j'habitais un petit atelier rue Jacob. L'atelier était dans la cour au premier étage. Donc j'entendais tous les chanteurs, tous les soirs. Il y avait Mouloudji est passé là, mais ils sont tous passés à l'échelle de Jacob. Et tout ça, je l'entendais de ma fenêtre. Il y avait un pianiste noir américain qui s'appelait Jimmy Davis, mais qui s'appelait en fait, qu'on appelait Jimmy Loverman Davis, parce que c'est lui qui avait composé, tu sais, cette chanson, cette chanson très connue, Loverman. Ben, ce type-là passait à l'échelle de Jacob. J'ai mis très longtemps avant de comprendre ce que ça pouvait être que le dessin.